Alors, madame, on sait très bien que vous n'êtes pas directement du canal, mais votre famille, par contre, a un rapport avec le canal. Alors, d'abord, c'est grâce à Muslim qu'on a découvert que vos ancêtres remontaient au temps de Ferdinand de Lesseps, c'est-à-dire la tradition orale de la famille sur Ferdinand de Lesseps et votre ancêtre. Voilà. Je ne sais absolument pas si mon grand-père, le père de mon père, a connu directement Ferdinand de Lesseps. Tout ce que je sais, c'est que c'était un chamelier qui avait énormément de caravanes de chameaux. Ce sont des dromadaires en vérité, mais ça fait rien, on les appelle les chameaux quand même. Et il était venu vers le canal de Suez puisqu'il était originaire de Lariche. Donc il est arrivé et il a proposé ses services. Or, à l'époque, il y avait encore au Sinaï, du côté de Lariche, des descendants d'esclaves. Donc quand mon grand-père paternel est arrivé, je ne sais pas s'il a eu des rapports directs, tout ce que je sais, c'est que je connais l'endroit le long du canal de Suez où ils ont travaillé. Parce que mon père me disait toujours, tu vois ces monticules, eh bien c'est ton grand-père qui les a faits. À peu près entre, entre les lacs amers et avant Ismélia. Voilà, c'est à cet endroit-là. Lorsque le canal reprend, après, voilà. Mais je vois encore, ça ressemble vaguement à des terrils, vous voyez, ça m'a toujours frappé. Et votre père vous a amené à cet endroit ? Il m'a montré plusieurs fois, évidemment. Donc, je retourne à mon grand-père, il était venu avec des esclaves, ce qui fait qu'il s'est installé dans la ville d'Ismélia. Vous connaissez l'origine du nom, c'est Ismaïl Pacha qui l'a, évidemment, on l'a nommé à cause d'Ismaïl Pacha. Donc, il y avait une partie de la ville qu'on a appelée Araché Yatmas, et à l'opposé de la ville d'Ismélia, il y avait un autre Arachéa qu'on appelait Arachéa Tel Abid, c'est-à-dire des esclaves. Donc la ville était divisée en deux. Les anciens esclaves, donc c'est mon grand-père qui avait fait ça, la famille qui était venue travailler, et les esclaves, enfin les descendants des esclaves, avaient déjà leur situation en ville. Ça m'a toujours frappé. Que jusqu'à aujourd'hui, si vous allez à Ismélia, on vous dira « Ah ben ça c'est Arachet Mas, ça c'est Arachet Tel Abid ». C'est un des souvenirs que j'ai hors de mon père qui me racontait ça. Donc mon père était un fils de chamelier finalement, qui est parti en France faire ses études de médecine, et il est revenu avec une femme qui était l'élève d'Alfred Cortot. C'est vous dire si c'était une grande musicienne. Donc vous voyez à peu près, je suis entre les deux. Mon père est gynécologue, mais il ne travaillera jamais dans le canal, il avait trop il aimait l'amour de la liberté, il voulait pratiquer la médecine telle qu'il l'entendait. Donc je vais faire un peu à la gloire de mon père, car pratiquement sa clinique ne désemplissait pas. Il n'y avait que en pleine ville. Là, alors c'était ce qu'on appelait presque le quartier arabe, parce que la ville, malheureusement, il y avait le quartier arabe, le quartier des villas de la compagnie, le quartier grec, l'arachéa des esclaves et l'arachéa des Arichiens. C'est très curieux. Vous voyez, la ville était vraiment divisée. Bon, c'était à peu près, enfin, vaguement, quelque chose de colonial, si vous voulez, cette répartition de la ville. Je le dis aujourd'hui, mais à l'époque, je n'y pensais pas. Donc ça, c'est pour le côté de mon père. Donc, c'est un homme intègre, qui n'a jamais pris une piastre à ses malades. Il leur donnait des médicaments. Il avait aussi parmi ses patients des gens du canal. Non, jamais, jamais, absolument. Seulement, comme c'était un peu un utopique, il a choisi la politique pour arriver à ses fins. C'est-à-dire qu'il voulait être député pour servir son pays et surtout servir sa ville.
c'est le premier qui va demander que la ville ait une école secondaire. Il n'y avait pas d'école secondaire. Et ensuite, il a fait des apports. Et c'est un des rares, je vous dis, c'est la gloire de mon père, mais ce n'est pas du tout Pagnol, qui n'a jamais gagné un sou de ses activités. C'est rare de trouver un politicien intègre, il l'était. Je referme la parenthèse. Voilà. Alors, on va revenir. Alors, on revient au canal. Alors, comme mon père était député de la ville, que son frère était sénateur de la ville, il devait y avoir des rapports avec la compagnie. Or, très vite, la compagnie s'est aperçue que, je parle de la compagnie du canal évidemment, que mon père était un homme intègre. Donc, chaque fois qu'il leur demandait quelque chose ou que la compagnie voulait obtenir quelque chose du gouvernement égyptien, il passait un peu. Je ne dis pas beaucoup, mais enfin, voilà. Ce qui fait que on a été pratiquement dans le cercle de la compagnie, car on était membre des plages, du club hippique, du club du tennis, enfin de toutes les activités sportives et de toutes les fêtes qu'il pouvait y avoir là-bas. Parce que c'était vraiment, vraiment, on a eu une jeunesse dorée. C'est incroyable. Et alors, par exemple, je vais vous dire, on avait tout à nos pieds. Comme nous étions, je vous parle, j'avais 12, 13, 14 ans, bon, 15 ans, mettons, et on devait... Dans les années, quelles années ça? Bah, écoutez, dans les années... Je passe de 45 à 55, avant, jusqu'à la nationalité. D'accord? Bon. Ce qui fait qu'on avait d'excellents professeurs, puisque c'était les religieuses de Saint-Vincent-de-Paul, qui étaient excellentes, qui faisaient venir des professeurs de français vraiment la crème, ce qui fait qu'on a reçu une instruction vraiment dépassant tout ce qu'on peut imaginer. Pour vous donner un tout petit exemple, par exemple, quand on avait une pièce de théâtre à étudier en classe de 3e, le CID, eh bien imaginez-vous que la compagnie du Canal faisait venir la Comédie Française à Ismailia, Port Saïd et Suez 3 jours de suite, afin qu'on puisse suivre. Ah oui, c'est un peu fantastique. Donc quand on dit que la culture, et c'est ce qui reste après, quand on a tout oublié, c'est vrai. Parce que j'ai gagné quelque chose d'épouvantablement riche. Vous vous rendez compte? Après, vous m'avez parlé de la Jeanne d'Arc. Je crois que le bateau, la Jeanne d'Arc, venait tous les 2 ans. Donc, les élèves étaient invités au bal des midship. Évidemment, en gants blancs, on dansait avec les jeunes cadets. Vous vous rappelez? Ah bah, on rougissait un peu, vu l'âge. C'était un peu surnaturel. Et puis après, ils descendaient en ville. Puis alors là, ils étaient invités au bal de Monsieur X ou de Madame Z. Donc on se fréquentait. Puis après, ils repartaient le lendemain. Donc vous voyez à peu près la vie qu'on a eue. Des activités monstres. Tout ce qu'on peut imaginer comme aquaplane. À l'époque, il n'y avait pas de ski nautique, ça n'existait pas, mais c'était l'aquaplane. Vous vous rendez compte le nombre de canots à moteur que la compagnie mettait à la disposition de la jeunesse dorée d'Ismailia pour qu'on puisse faire un peu de planche à voile. C'était ouvert parce que, par exemple, vous n'étiez pas directement... J'étais pas, mais on était invités, vu qu'on était la fille du docteur Slimani, qui était député de la ville. Donc on a eu le droit à tout ça. Donc c'est un peu, ça vous laisse rêveur. Voilà. Je passerai... C'était juste après la guerre, donc il y avait encore des camps de concentration allemands ou italiens. Eh bien, il y avait l'orchestre symphonique, je crois, de Vienne, je ne me rappelle pas exactement, qui venait tous les 15 jours au Cercle du Canal pour donner un concert à midi. Vous voyez à peu près la richesse qu'on pouvait avoir, la grande musique, la Comédie Française, le théâtre du boulevard qui venait. Je me rappelle même une fois, il y avait Denise Gray, je ne sais pas si vous connaissez, elle n'est pas jeune,
Eh bien, il y avait vous voyez, ce sont des réminiscences. Donc, on a baigné là-dedans. Sans compter le bal de Madame X, le cocktail de Monsieur Z, etc., etc. Bon, maintenant, l'influence du canal, on entendait très souvent, il y a des gens bien et il y avait des gens moins bien. Alors, Christiane vous a parlé de gens qui n'aimaient pas beaucoup les Égyptiens. Moi, j'ai entendu « toi l'arabe ». Ce n'était pas une phrase qui faisait plaisir, n'est-ce pas? Ça ne m'a jamais été appliqué. Mais je vous donnerai un exemple de la ségrégation qui existait dans le canal de Suez. Il y avait les employés et il y avait les autres. Même s'ils étaient français, c'était les autres. Donc il y avait la plage d'enfants réservée aux employés, mais il y avait la plage des ouvriers, même s'il était français. Et je vous donnerai un exemple qui est quand même très connu, Claude François. Son père, ils étaient deux frères François. Un était cadre, l'autre ne l'était pas. Ce qui fait que Claude François, il n'avait pas le droit de rentrer à la plage d'enfants. Alors quand on y allait, on l'emmenait avec nous. Bien, on t'invite. On n'était pas cruel, mais on ne se rendait pas compte. Bon oui, un gamin. Je n'étais pas beaucoup plus âgé que lui, mais enfin, entendons-nous. Donc, et Claude François n'avait pas le droit d'aller voilà. Son père était... Il n'était pas ouvrier, mais enfin, ils appelaient ça un tâcheron. Voilà. Donc, ça ne nous choquait pas à l'époque, mais aujourd'hui, ça me choque d'avoir vécu ça. Donc, je vous raconte la petite histoire de la grande histoire. C'est important. Vous voyez, c'est tout. Ça m'arrive, ça me revient comme ça par bouffée. Je ne peux pas me rappeler de tout, même les dates. Non, je vous donne des exemples. Donc, il y avait beaucoup de différences. C'est-à-dire que les différences, si j'ai bien compris, dans social plus que de nationalité. Voilà, oui, très social. Mais évidemment... C'est-à-dire qu'un ouvrier, enfin, tâcheron. Le mot tâcheron, oui, celui qui a une tâche. Bon, bah. Donc, vous voyez, c'est à peu près ça que je vais vous dire. Revenons à votre expérience de classe. Alors, en classe, vous aviez les gens, il y avait que des gens de la compagnie. J'étais la seule égyptienne, avec ma sœur, enfin, qui était dans une autre classe. Ah oui. Mais j'étais la seule égyptienne. Ah oui, parce que les gens à ce moment-là de la compagnie, ce n'étaient pas des Égyptiens. Pas beaucoup. Il n'y en avait pas beaucoup. Après, ils ont été obligés quand même, heureusement, qu'il y ait un pourcentage. Voilà. Donc, il devait y avoir un pourcentage d'Égyptiens et chaque année, le quota devait augmenter. Parce qu'autrement, c'était injuste, n'est-ce pas? D'accord. Et par exemple, on a beaucoup parlé, on a beaucoup interrogé des enfants de pilotes et même on a eu la chance d'avoir un pilote qui avait 95 ans. Est-ce que justement, vous vous rappelez d'être dans ces classes, d'avoir eu des filles de pilotes Oui, je connaissais beaucoup d'enfants de pilotes. Beaucoup. Puis je peux vous en donner un. Il est aujourd'hui le professeur Jacques Whitfoot. Son père était un pilote hollandais, Whitfoot, et il est devenu célèbre, c'est un des plus grands chirurgiens, et il revient très souvent en Égypte. Donc je lui donne un exemple. Par exemple, on parle beaucoup, ça fait partie de l'histoire, de la corvée. Est-ce qu'on en a parlé de cette histoire? Non, on n'en a pas parlé. Je l'ai su après en lisant pas mal de livres sur le percement du canal de Suez. Mais ça, c'était de la faute des autorités égyptiennes qui permettaient la corvée. Et il y en a beaucoup qui sont morts, ça c'est sûr. Mais ça, vous l'avez su par les livres? Par les livres, non. On n'en a jamais parlé. Non. Vous savez, quand même, mon père est né en 1900. Donc il y avait quand même, son père était vraiment très vieux. Très vieux. Oui, très vieux. Exactement. Donc, voyez, oui, bon. Il n'y a pas encore une génération de plus, non? C'est C'est vraiment grand-père. Donc, mon père était un bambin, quoi.
qu'est-ce qu'il devait avoir 5-6 ans quand son père est mort. Je ne me rappelle plus très bien, mais enfin, il devait avoir 5-6 ans. Donc l'enfant me racontait ça, vous voyez. Peut-être que quelqu'un d'autre lui avait dit aussi que ce n'était pas seulement son père. Ça, je n'ai aucun détail. Moi, je n'ai pas connu cet homme. Alors, votre neveu, ici présent, nous a parlé d'une histoire de pièces d'or. Est-ce que vous pouvez nous préciser? Alors ça a toujours couru, c'était le bruit qui courait à Ismélia, que dans la maison familiale, c'était une immense maison qui avait 44 pièces, et qui était encore divisée, ça je l'ai vu de mes propres yeux, qui était encore divisée, la partie homme et la partie femme. Il y avait 2 patios avec des énormes palmiers dattiers, dans les 2 parties, le harem et puis la partie des hommes. Alors, je me rappelle que quand j'étais toute petite, il fallait aller dire bonjour aux tantes pour les fêtes religieuses musulmanes, ce qui fait qu'on traversait le patio des femmes, on allait présenter nos respects aux braves tantes, et ensuite, on allait présenter nos respects aux braves oncles, ou cousins, ou chez les hommes. Et on a toujours raconté que dans cette grande maison, mon père racontait que ses frères aînés lui avaient raconté que leur père arrivait avec des couffins d'or et qu'il les cachait dans la maison, quelque part. Donc mon père a dit il pensait que peut-être sous le palmier, un des palmiers, on aurait trouvé les pièces d'or. Il y a à peu près une vingtaine d'années maintenant, ou plus, 30 ans, on a démoli la maison et on n'a jamais retrouvé. Mais l'histoire a couru en ville que des ouvriers auraient trouvé les pièces d'or. Mais j'en ai jamais vu une seule. Ça, je pense que c'est une légende. Bon, enfin, c'est bien. Non, mais ça doit être utile. Vrai ou faux, peu importe. Alors, ensuite, autre chose qu'a dit votre neveu, mais qu'on a trouvé aussi à Alexandrie avant-hier. On a interrogé vos cousins, un tout petit peu plus âgés que vous. Oui, il a 2 ou 3 ans de plus que moi. Voilà. C'est l'origine de votre famille qui serait, qui est du Sinaï, mais au-delà du Sinaï, qui vient... Probablement, on dit de ce qu'on a appelé après la Yougoslavie. Mais enfin, c'est pas sûr. Hein. Mon père n'a jamais remonté si haut. Non. Alors comment vous le savez ça? Parce que... C'est ce que disait dans la famille? On disait ça dans la famille. D'abord, les gens du Harish sont blonds aux yeux bleus. Ils ne l'ont quand même pas trouvé en Haute-Égypte. Blond aux yeux bleus, c'est quand même... bon. Donc, ça serait ce qu'on a appelé après la Yougoslavie, la Serbie, ces endroits-là. On ne peut pas... Mais ça, c'est vraiment des on-dit. Mais c'est ce que mon père disait. Je pense qu'on remonte là-bas. Mais pas turc. Turc, non. On ne vous a rien dit, aucune tradition dans la famille sur l'inauguration? Ah non, pas du tout. Non. Je ne pense pas que le grand-père ait assisté à l'inauguration. Je ne pense pas. Mais non. Et votre père, donc, député, qu'est-ce qu'il pensait du canal? Bon, il était assez lucide. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il voyait bien que c'était un État dans un État, entre vous et moi. Oui. Ah, bon. Est-ce que vous avez eu des textes, quelque part, dans des discours qu'il aurait prononcés à propos du canal? Mon père, non, jamais. Non, il n'a jamais Parce tout... qu'il est quand même député. Non, il ne critiquait pas. Non, entendons-nous. Jamais il n'a mêlé la compagnie à ses idées d'homme politicien. Non, parce que lui, son but principal, c'était d'améliorer la vie à Ismélia, de créer des hôpitaux, des dispensaires. Vous voyez, pour lui, c'est... Votre avis, est-ce que vous avez dit un jour, pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu rentrer au Canada?
parce qu'il voulait être libre. Or, un médecin libre, c'est une profession libérale. Lorsque vous êtes rattaché à n'importe quel organisme, vous êtes lié. Et lui ne pouvait pas supporter d'être lié à quelque chose. Ouais. C'était contre sa nature. D'accord. Et comment est-ce qu'il voyait est-ce qu'il vous a un peu parlé peut-être de l'avenir de cette région, puisqu'il est quand même député? Ah oui, il voulait. Comment il a voyé l'avenir de cette Il voulait non seulement l'avenir de la région, mais il voulait l'avenir de l'Égypte. Je me rappelle qu'un jour, il a fait une proposition au Parlement, je ne me rappellerai pas la date exacte. Il a demandé, avec des plans à l'appui, qu'on commence à creuser un métro souterrain au Caire. Ils lui ont éclaté de rire au visage en disant « Docteur, me va retirer de ses idées, on n'est pas Paris ». Malheureusement, il n'a pas su. Il est mort bien avant qu'on commence à creuser le fameux métro du Caire. Je vous dis, 50 ans avant. 50 ans avant, il avait proposé. Et si je crois qu'on fouillait, on retrouverait ça. Voilà. Donc, vous voyez à quoi il pensait. Mais est-ce qu'il est mort à peu près quand? Il est mort en 72. Qu'est-ce qu'il vous a dit au moment de qu'est-ce qu'il vous a dit au moment de la nationalisation? Il était fier. Il m'a dit finalement, ça devait nous revenir. C'est vrai que c'est un peu tôt, on aurait dû attendre, mais c'est quand même à nous. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il a pensé? Et alors, tout à fait, peu après, de la triple attaque, oui. Voilà, alors, il était parti ce jour-là, mon père, parce qu'il était docteur d'une compagnie plâtrière, je ne me rappelle plus. Les plâtrières, c'est une petite bourgade entre Port Saïd et Ismailia. Et il est parti en voiture pour sa visite hebdomadaire. C'était un mercredi. Et comment il est tombé sur un barrage de parachutistes français. Alors il a excusez-moi mes braves, voilà ce qu'il leur a dit, parler un français impeccable. Excusez-moi mes braves, je suis médecin, ne me mêlez pas à votre politique, je dois aller voir des malades dans l'usine qui est là, ce qui fait que, mais docteur, vous ne pouvez pas passer. Il a dit, ah si, vous allez quand même me faire passer. Eh bien, il me dit, ils ont levé la barrière en me disant, passez docteur, vous êtes trop entêté. Voilà. Donc pour lui, son travail avant tout. Et qu'est-ce qu'il a après il m'a raconté, il m'a dit, tu sais, le type était épaté que je parle bien le français comme ça. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Et après, qu'est-ce qu'il en a pensé? Qu'est-ce qu'il en a pensé après? Il parlait très bien français. Oui, il parlait bien. Qui vous avez mis dans une institution française. Ah oui, mais... Comment est-ce qu'il réagissait? Parce qu'il était franchement bilingue, lui aussi. Puis, il a vécu quand même 8 ans en France. D'accord. Bon, donc il avait quand même un côté... Une très grande culture française. Oui. Alors donc, il voit arriver les Français. Oui. Il les rencontre comme des ennemis, entre guillemets. Oui, mais il leur dit, moi je fais mon travail, vous faites le vôtre. Donc ils ne veulent pas ni être contre, ni être admiratifs, parce qu'il était dans une position qui ne permettait pas, n'est-ce pas, il ne pouvait pas taper dessus, il n'allait pas les mitrailleuses. Donc pour lui, il était neutre. Il était hors du contexte. Non, mais ça, on en parlait comme ça, mais enfin, il m'a dit, ça ne durera pas, ça ne peut pas durer. Ah, il vous a dit, ça ne peut pas durer? Non, ça ne peut pas durer, c'était pas... Et pourquoi il vous a dit, ça ne peut pas durer? Mais parce que, quand il y a eu cette fameuse triple agression, c'était ridicule de demander à l'Égypte de reculer de 10 km et qu'Israël recule de 10 km. Comment voulez-vous reculer de 10 km de part et d'autre du canal alors qu'on était en Égypte? C'était illogique. Donc c'était vraiment cousu de fil blanc. Il fallait être fâché contre Nasser qui avait nationalisé le canal. Oui, d'accord, mais enfin,
le prétexte était vraiment fallacieux. Donc, quelqu'un de logique vous dit c'est pas possible. Israël, oui, parce qu'Israël n'avait rien à faire de l'autre côté, à 10 km du canal. Pourquoi ils avaient avancé tout ce temps-là? Alors que l'Égypte, où ils pouvaient reculer de 10 km. De laisser le canal international. C'était leur rêve. Oui. Et alors justement, ce dit du canal international, lui, il pensait qu'il fallait que le canal soit égyptien. Soit égyptien, mais permettre à tous les bateaux, même israéliens, de passer. Ça, c'était l'avis. C'était lui, il me disait, le canal est international. Donc, il n'y a pas de fermeture du canal. Ça, lui, le canal, c'est international. Oui, la circulation du canal était internationale, mais le canal était en terre égyptienne, puisqu'il y avait eu des accords entre Ferdinand de Lesseps et le gouvernement égyptien à l'époque. Il s'intéressait beaucoup à l'histoire du canal. Ah oui, oui, évidemment. C'est normal. On est à Ismailia quand même. Si on ne connaissait pas cette histoire-là, ce n'était pas honnête. D'accord. C'était un must. Oui. Alors, il était encore là quand il y a eu 67. Il était là encore en 67, oui. Il a même été blessé. Parce que comme il était médecin, on était bombardés. Donc, on est resté à un certain moment, et puis après, ma sœur, la maman de Amr, elle devait accoucher. Donc, mon père a dit, non, restez pas, il y a trop de bombardements, allez au Caire. Donc, on est rentré. Voilà. Alors, vous-même, donc vous avez été professeur d'anglais. Où? Chez les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, là où j'avais reçu mon instruction. D'accord. Alors, pourquoi? Parce qu'en 1956, quand tous les Français sont partis, tous les Français du canal, la nationalité, tout ça, tout le monde est parti. Donc, il ne resterait que des religieuses. Et puis, ces religieuses sont restées. Donc, elles nous ont fait appel à nous, à ma sœur et à moi, en disant, vous avez reçu une très bonne éducation, venez rendre. Donc, on est rentré professeur à l'école pour aider. Mais alors, les religieuses, elles n'ont pas songé à partir, les religieuses? Non. Elles avaient à leur tête une femme admirable qui s'appelait la mère Morin. Elle a reçu la Légion d'honneur par le général de Gaulle pour tout ce qu'elle a fait pendant la guerre, puisqu'elle s'occupait des soldats français blessés lors de la campagne militaire. El Alamein, Bir Hakeim, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc, elle a beaucoup fait pour les troupes françaises. Sœur Morin, oui. Sœur Morin, elle vous en parlait de la Seconde Guerre mondiale? Ah oui. Oui, on a vécu ça, écoutez, quand même. Je me rappelle que nous avions des bombardements quasi tous les jours parce que les Allemands voulaient absolument boucher le canal de Suez. Donc, ils jetaient des mines. Ah, ça, c'est intéressant. C'est une chose. Alors, les mines tombaient très rarement dans le canal, parce que la ville d'Ismailia avait des jardins, je ne sais pas si vous y avez été. Il y a des grands jardins, et il y avait une grande avenue de sable blanc, avec des palmiers. Vu d'avion, ça brillait un peu comme le canal. Donc, ils se sont trompés. Plusieurs fois, ils ont jeté les mines là-dessus. Mais il y avait des bateaux qui sautaient. Donc, tous les soirs, on descendait à la cave pour les bombardements. Et mon père était médecin, donc il sortait et il ne rentrait pas avec nous parce qu'il devait être patrouillé dans les rues pour ramasser les blessés. La ville était bombardée très souvent. La ville d'Ismailia était... il y a eu un énorme bombardement. Il y a dû avoir, je ne sais pas, plusieurs milliers de morts ce jour-là,
Quand on est ressorti, tout était détruit. Il y avait une odeur de chair brûlée. C'était horrible. J'étais jeune, hein. Je vous parle de ça, du bombardement. Ça devait être dans les années 43. C'était horrible. C'était un spectacle épouvantable. Et bon, et alors, donc, vous avez été professeur d'anglais à Ismaïlia, et donc vous avez forcément, où est-ce que vous étiez en 73? En 73, ben, on est resté à Ismailia, et en 67, on est revenu. On ne pouvait plus supporter les bombardements insupportables, parce que c'était, vous savez, comment on dirait, une guérilla. Il y avait le canal et puis il y avait une guérilla entre les deux. Alors, on se bombardait. C'était insupportable. Pas agréable du tout. Donc, on a dû quitter Ismailia pour le Caire à cause des enfants. Et en 73, mon père est resté jusqu'à là-bas, mais lui n'a pas vu 73. Il est resté encore. Il n'est pas venu tout de suite, je crois qu'il est dû venir en 68-69 au Caire. Il nous a rejoints finalement parce qu'il a vu que ça n'avait rien à faire. Impossible. La ville, c'était la ligne de front, donc c'était pas agréable. Voilà. Tout à fait. Et alors, on va vous poser un peu la même question qu'on pose un peu, que je pose après, chaque fois systématiquement. Pour vous, finalement, le canal, qu'est-ce que ça signifie? Bah, est-ce qu'il y a l'esprit du canal? Oui, je pense. Oui, je pense qu'il y a eu l'esprit du canal. Oui, 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 oui. Il me semble, oui. Et comment vous le... Ben, c'est-à-dire que c'était une période faste pour la ville. Très faste. Parce que l'argent coulait à flot quand même. Oui. Et puis, surtout, ce qui a marqué, c'est que les gens étaient terriblement privilégiés. Alors qu'en Europe, ils ne l'étaient pas. Mais des gens qui partaient tous les ans avec voyage payé, n'est-ce pas? Ils avaient tout. Qu'est-ce qu'ils demandaient? C'était une vie dorée, une vie coloniale dans toute sa splendeur, avec tous les avantages que ça peut. Donc, c'est pas possible que ça n'imprime pas sa marque. Il y a des côtés bien, il y a des côtés moins bien, d'accord. L'homme est l'homme, on n'y peut rien. Hein. Mais voilà, je pense que si, il y a eu le canal. C'est un petit, comment on dirait, un petit résumé de l'Europe ou de la France en Égypte. Tout petit. Ça reflétait. Je me rappelle quand on était très très jeune qu'il y avait encore la fête du 14 juillet qui était célébrée dans les jardins d'Ismailia avec des lampions. Du 14 juillet? La fête du 14 juillet. Et alors les Égyptiens disaient, où c'est la République? Vous voyez, c'était l'empreinte du canal, on n'y peut rien, elle est là et elle vivra. Le canal est assimilé à la France? Oui, oui, beaucoup plus qu'à l'Angleterre. Ah, ça c'est intéressant. Ah oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'Angleterre n'ont jamais rien laissé derrière eux. Pourtant, à part leur club. Oui, oui. La présence anglaise a été officiellement plus forte qu'une colonie. Oui, mais. C'était pas une colonie. Enfin, c'était. On joue sur les mots là. Hein. On joue sur les mots. Les Anglais ont vraiment colonialisé l'Égypte. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, il n'y avait pas de sergent de ville égyptien. C'était des Anglais. On l'appelait le constable. Le constable. Bon, d'accord. Hein? Mais le français, on l'appelait constable en arabe. Bon, ben, c'était un Anglais. Et le pauvre flic, lui, ce que vous voulez qu'il sache, il ne savait pas ni lire ni écrire, le pauvre gars. Non. Non, ça, c'était une colonie. Déguisée, mais oui, une colonie. Et vous étiez pourtant professeur d'anglais. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'anglais?
Parce que le hasard, parce qu'il n'y avait plus de professeur d'anglais, et puis qu'il y avait un trou à boucher, et bien on m'a fait boucher le trou. Donc vous êtes de culture de religion musulmane. Oui. Et vous êtes dans une école catholique. Mais absolument. Et alors? Ça ne changeait absolument pas. J'ai assisté à tous les cours chrétiens. Pourquoi? On ne m'a jamais demandé de quitter la classe quand ils avaient l'instruction religieuse. Donc je connais aussi bien la religion chrétienne que la religion musulmane. Mais ça ne m'a jamais gêné. Donc je pouvais comparer. J'ai toujours assisté à la messe, ça ne me gênait absolument pas. Pas du tout. Mais il y avait des catholiques, il y avait des musulmans. Est-ce qu'il y avait d'autres groupes religieux dans... C'est-à-dire que la ville était bien cloisonnée, je vous ai dit. Il y avait le quartier, il y avait l'école italienne, c'était les franciscaines. On ne mélangeait pas les torchons et les serviettes. Et alors, où étaient Donc, les torchons, où étaient les serviettes? Non, mais c'est vous dire, la colonie grecque avait son école, la colonie italienne avait son école. C'était comme ça. Je vous ai dit. Alors, colonie italienne, colonie grecque, oui. Leur école. Ils étaient au même niveau, donc vous avez dit on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Non, mais parce que tout ce qui était l'école de Saint-Vincent-de-Paul était payée par le canal de Suez. Les professeurs étaient payés par le canal de Suez. Les religieuses touchaient l'argent par le canal de Suez. Les travaux étaient faits par le canal de Suez. C'était une école privée du canal de Suez. La même chose que l'école des garçons, les frères de Plohermel, ils étaient payés par la compagnie du canal. Alors que les franciscaines, elles étaient payées par les franciscains, les sœurs franciscaines étaient payées par les collages et des trucs comme ça. Oui. Ils n'étaient pas considérés comme ils n'étaient pas payés par... Ils sont subventionnés par le canal de Suez, absolument pas. Ni les Grecs, ni les Italiens, ni les Égyptiens. Donc je vous dis, c'était un peu un État dans un État, légèrement. La compagnie faisait beaucoup de travaux, d'entretien, pour dépenser beaucoup d'argent, pour qu'arriver à l'échéance, il y en ait moins à donner à l'Égypte. Ça a toujours été dit. Et là, je n'étais pas dans les petits papiers de ces messieurs. Mais c'est ce qu'on a dit. Et après, ça a été la nationalisation. Donc, il y a eu quand même quelque chose qui s'est brisé. Mais après ça, la compagnie a continué à vivre. Je me rappelle, on a eu des pilotes de toutes les races et toutes les nationalités, ce qui fait qu'on avait, chez les religieuses toujours de Saint-Vincent-de-Paul, on avait une classe qu'on appelait la classe de l'ONU. Alors on avait des Polonaises, il y avait l'Allemagne de l'Est, beaucoup, l'Allemagne de l'Ouest aussi, des Yougoslaves, des Polonais, des Hongrois. Et puis après, ils ont continué à vivre. Ces pilotes étrangers, ils se fréquentaient ensemble. Il y avait des pilotes russes, j'ai oublié. Ah oui, les Russes. Et puis alors, ils étaient bien surveillés. Alors au début, les Russes étaient très discrets. Ils ne s'inscrivaient pas dans les écoles, jamais. Ils n'ont pas participé, les Russes, à la vie Absolument. Ils n'avaient pas le droit. Seulement, heureusement pour eux, au bout de quelque temps, on a vu qu'ils s'achetaient des voitures américaines. Alors, le consul venait les voir. Alors, tout le monde rentrait dans les rangs. Et puis après, quand le consul s'en allait, on recommençait à ressortir la voiture. Les malheureux. Ah oui, les Russes, Madame Blondin l'a bien souligné, les Russes. Ils étaient vissés. Donc ça a continué, le canal a continué, l'esprit du canal. Le canal a continué avec des pilotes égyptiens, des pilotes polonais,
des pilotes russes, voilà. Vous avez été conduit à faire dans le classe que vous avez eu ou ils étaient à part? C'était un classe au niveau. Vous avez fait des cours d'anglais à des Russes, Ah non, non, les Russes n'ont jamais eu le droit d'aller dans les écoles. Ils avaient des professeurs qui allaient dans leur maison. Ah non, ils n'avaient pas le droit du tout, du tout, du tout. Toutes les autres nationalités, oui, sauf les Russes. C'était surveillé, il y avait l'œil de Moscou était toujours là. Ah oui. Bien, est-ce que... On n'enlève pas tout de suite le micro parce qu'il y a toujours des choses qui renaissent. Est-ce qu'il y a d'autres gens ici qui veulent... Oui, oui. Mademoiselle Fanny a évoqué l'école quand elle était prof et j'aimerais qu'elle nous aide à reconstituer un peu l'atmosphère de l'école, les relations entre les religieuses, enseignantes, les professeurs, les élèves qui venaient un peu de partout, garçons et filles. J'aimerais qu'elle raconte un peu ceci, c'est une partie de l'atmosphère qu'on aimerait faire. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas beaucoup de différence, on était très très liés autant professeurs qu'avec les religieuses. On n'a jamais eu de problème de hiérarchie, jamais, jamais, jamais. Je ne pense pas. Que ce soit avant la nationalisation ou après la nationalisation. Il y avait une certaine continuité, je pense. On n'a pas... Alors quand vous dites qu'on était, c'est-à-dire... on était toujours d'accord, il n'y avait pas de complot de professeurs contre la directrice ou des choses comme ça, non. Il y avait une il me semble, il y avait toujours une très bonne entente. Et les rapports interreligieux, les relations musulmans et chrétiens? À un moment, il n'y avait rien du tout, mais malheureusement, après, ça a dégénéré comme ça a dégénéré aujourd'hui. Oui, mais avant, il y avait... Oui, mais avant, il n'y avait absolument pas. Oui, tant que vous avez été professeur, vous n'avez pas le souvenir d'avoir... Non, les frères musulmans étaient sur le canal en 1900. Oh, ben les frères musulmans, ça c'est une autre histoire. Mon père s'est présenté contre eux aux élections et il a été battu parce qu'ils avaient beaucoup d'influence. Battu. Oh, battu, père, oui. Non, La première fois, il a échoué. Alors il y avait ballottage, dirais-je. Ça faisait plus élégant de dire qu'il y avait ballottage. Or, l'ordre est venu du palais qu'il n'y ait pas ballottage au deuxième tour de scrutin. Ce qui a fait que mon père a passé. Mais mon père a dit, je sais très bien qu'il y a eu un coup de pouce. Voilà. non, justement, Ismaïlia est bien connu comme le lieu. C'était né ce que l'on a... Est-ce que c'est pas tout à fait le canal, mais enfin on peut l'évoquer quelque peu. Mais mon père était contre parce que c'était pas la vraie religion musulmane. D'accord, mais pas du tout. Il vous en a parlé un peu de la montée des... Parce que lui, il l'a vécu en direct. Ah ben oui, il en parlait tous les jours, puisque c'était son adversaire aux élections. Oui, c'était oui. Le créateur. Voilà, c'est le créateur. Non, mais ils avaient une façon erronée, ils voulaient absolument mettre de la politique dans la religion. Or, la religion est une chose, la politique en est une autre. On ne mélange pas. Est-ce qu'on sentait enfin, là, on dévie, on ne va pas dire ainsi beaucoup, mais on sentait la montée à Ismaïlia? Ah oui. Oui, parce qu'ils avaient une façon très, très intelligente et très subtile de capter les jeunes. Ça, c'était... Donc, c'était pas franc. C'était vraiment un travail souterrain. Et alors, vous, jeune, et à fur et à mesure, est-ce que vous avez senti à ce niveau-là la montée de l'intégrisme? Oui. Oh, ben oui, alors. Il n'y a pas de doute. Des choses tout à fait récentes. Non, mais il n'y a pas de doute. Ça fait longtemps que ça a commencé. C'est pas d'hier. Hein.
Des deux côtés d'ailleurs. Parce que malheureusement, il y a eu un petit intégrisme aussi du côté copte, ce qu'on appelle l'église égyptienne. Il y a eu un petit intégrisme, alors qu'avant, ça n'existait pas. Je vous donnerai un exemple idiot. Un jour, j'étais sur un bateau sur le Nil, et il y a une guide qui était copte, qui dit non, 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 je ne veux pas de ce pain-là. Je dis pourquoi? Et non, parce que c'est un musulman qui l'a pétri. Oh, il y a la bêtise incarnée, bon, enfin, c'est vous dire la bêtise. Mais vraiment à pleurer. Alors que. Et ça, c'était à Ismaïlia. Non, 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 c'était à Luxor, quelques années, une vingtaine d'années, même 25. C'est vous dire qu'il y a des intégrismes des deux côtés, des fois, mais alors que ça n'existait pas. Quand j'étais jeune, ça n'existait absolument pas. Il n'y avait pas du tout d'antagonisme entre un chrétien et un musulman, absolument pas. Parce qu'on ne leur demandait même pas quelle religion ils avaient. On était assis sur le même banc à l'école, on n'a jamais su quelle était la religion de la gamine qui était à côté. Jamais. Pourquoi? Il y en avait qui étaient calvinistes, il y en avait aucune idée même, ça ne nous effleurait même pas de poser la question. Il y avait quand même, alors les sœurs faisaient quand même des heures de catéchisme. Alors, qu'est-ce que les musulmans faisaient dans le catéchisme? Catéchisme comme tout le monde, quoi. C'était pas du prosélytisme. Non, donc on écoutait. Comme ça que j'ai bien su. Ah ben ça ne me gênait pas d'écouter, c'était intéressant. Ah, pour moi, c'était un cours comme un autre. Et c'est comme ça que je peux discuter avec quelqu'un. Vous connaissez grâce à ça Les rites, exactement, mais à fond même. Donc ça ne me gêne pas. Comme ça, on peut au moins à égalité. J'ai encore envie, hein, vous voyez, parce que. Et là je cède à mon genre d'historien d'un plus général, une question qui m'intéresse plus. Est-ce que votre père avait évoqué l'origine, ça n'a plus rien à voir avec le canal, et donc de la création des frères musulmans? Parce que ça, il l'a connu. Est-ce que vous avez dit des choses là-dessus, non? Non, non, honnêtement, non. On n'en parlait pas beaucoup à la maison. Non, pas du tout. Non, la compagnie avait construit une mosquée pour les frères musulmans. On en a les plans. Je ne l'ai jamais su, vous dirais-je. Honnêtement. On a les plans, mais pas de photos. Non, honnêtement, j'en ai jamais su quelque chose comme quelle ça. Année elle l'a construit? Les plans sont des années 20, 30. C'est exactement le moment de la création. Les frères musulmans ont demandé une subvention qu'ils ont obtenue. Ben non. De la compagnie. Ouais. Non. C'est dans le livre sur l'isme. Non, ça, je n'ai jamais entendu parler, honnêtement. C'est un cas où les archives ne sont pas définitives. On a les plans, mais on ne sait pas si c'est construit ou pas. Ça a été construit ou non? Je ne sais pas. Personne ne le sait, non. C'est ma question. Voilà. Non, pas mais du quand tout. même, la compagnie n'a pas refusé les plans. Elle a payé. Elle a payé.